Un peu plus fort. Un peu plus fort, d'accord. Il y a un brouillage des frontières aussi dans l'expérience du visiteur. Et nous sommes le travail. Là, j'ai écrit ça parce que c'est plus simple, ça va être plus rapide. En présence d'un travail et d'expérience qui joue sur les frontières. Un travail qui pose la question de la relation entre le monde naturel, concret, et c'est un peu la question de la perception, hein, et la relation entre ça et le monde numérique habilement construit. Et je souligne habilement parce que c'est dans l'habillement qu'il y a une projection qui se fait, qu'on se projette dans ce monde-là et qu'en même temps, ce qu'on voit se projette en nous. L'animation et son image existent dans le mouvement. Hein, ce qui constitue l'animation, c'est le mouvement. Alors l'image se fait dans le mouvement, pose la question de la constitution du monde vivant, des degrés du vivant et du non-vivant. Et aussi les degrés de notre expérience devant ça. Et finalement, c'est une question très fondamentale que pose le travail de Philippe, la question de comment on existe, notre rapport à la réalité. Je crois que si, je présumais que vous avez vu l'exposition, hein? Vous avez vu toutes les œuvres. Ouais. Ben, c'est pas grave, c'est pas une obligation, mais ça va être plus, vous allez mieux comprendre si vous avez vu. Mais vous pouvez toujours voir après. Ji-Yoon aussi propose l'extase, E-K-S-T-A-S-E, qui est un terme adégamien, c'est ça? Probablement. C'est ça? C'est un peu, dans la culture française, c'est un peu devenu, je pense, assez banalisé, mais c'est une notion, donc l'extase, si on reprend l'étymologie, c'est ek, sortir de soi, donc au sens étymologique. Oui, le dehors, enfin, se retrouver le dehors de soi-même, finalement. Il y a beaucoup de ça, de dedans, dehors, et de ce jeu dans ces limites-là, dans notre travail, dans notre expérience. Donc des images à la fois familières et étranges qui agissent sur nous. Ji-Yoon évoque la suspension dans l'expérience que nous en faisons, la notion de tentation d'espace, mais je suis sûre que tu vas en parler, qui est mise de l'avant par Roger Caillois en 1935, qui est le rapport entre l'organisme et son milieu, et aussi nous comme organisme dans le milieu de la galerie, de l'espace de la galerie. Donc il y a vraiment toutes sortes d'espaces qui sont créés dans le travail et dans notre expérience. Et d'ailleurs, nous avons étudié nos textes, l'espace règne et moi, l'espace liminaux. Et je vais terminer avec ça, il ne s'agit pas uniquement de regard, mais de toute façon, dans toute exposition, il ne s'agit jamais que de regard, mais du corps qui écoute et qui entend également, parce que le son est très important, il constitue aussi un élément qui constitue l'image. Ce sont des œuvres qui dégagent de l'affect, beaucoup d'affect. Le corps ressent, il y a des évocations émotives, et sensorielles qui sont difficilement identifiables. Alors là, si on commence avec cette œuvre-là, Les Amis, à l'infini, justement cette œuvre qui se déploie sur ce grand mur, je voudrais peut-être un peu que nous abordions cette question d'identité, d'identification, parce qu'on est devant ces corps qui dansent. C'est sûr qu'on peut identifier la figure humaine, mais bien sûr, rapidement, on se rend compte que cette figure-là est très schématique et surtout qu'elle est vide de regard, parce que les yeux, c'est des espèces de trous, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, on est devant quelque chose, mais aussi le son, hein, qui est un battement, cette basse qui est répétitive et d'une certaine manière le battement de la vie. Hein. Je pensais à ça, que finalement, ça donnait comme quelque chose, c'est comme le battement du cœur qui est là, toujours là. On peut entendre si on est à l'écoute, mais sinon qui est là, qui est, si on peut dire, invisible. Et puis dans cette œuvre-là, bon, il y a ce battement-là constant, mais en même temps, on est en présence du non-vivant, de la mort, d'une certaine manière, parce que le regard n'est pas éteint, mais il existe pas. Alors, je ne sais pas si tu pourrais peut-être nous parler un peu de cette question de coexistence. Peut-être avant je voulais juste glisser un
Mais par rapport au... Je pense que j'ai fait le lien parce que l'œuvre s'appelle Les Amis. L'association s'est fait assez rapidement, mais je pense que pour cette œuvre-là, comme l'ensemble de mes productions, pour moi, l'affect qui est produit m'apparaît toujours à moi-même comme une surprise, dans le sens où j'ai une intention, puis je tente d'amener mon projet à un certain point, puis c'est souvent au moment où j'arrive pas à transmettre ce que je veux que je réalise que l'affect produit est plus intéressant que mon intention au départ. Donc dans ce cas-ci, l'œuvre a été produite pour un commissariat de Michel Laforêt qui a été présenté en 2014. C'était une exposition sous le thème de l'amitié. Puis donc, moi j'ai reconstitué, j'ai animé un cercle de personnes qui pourraient être des amis à partir de personnages très génériques, mais il y a des figures qui sont animées par des mouvements de danse de mes amis très proches. Donc en fait, il y a une reconstitution très intime de personnes qui sont très chères pour moi, mais qui sont incarnées par des figures justement qui sont très génériques et vidées de toute identité. Puis moi-même en produisant, je me souviens qu'au début, quand j'ai terminé l'animation, j'étais très déçu parce que je voulais faire un hommage à l'amitié, un hommage à mes amis, puis en disant que ce qui pouvait connecter des éléments, c'était des éléments, soit des personnes ou des objets ou des animations, des œuvres, c'est la synchronie, puis le partage du mouvement. Donc c'était l'idée qui m'intéressait. Puis en fait, quand je suis arrivé devant le résultat qui était plutôt monstrueux, au début j'étais très déçu parce que je me disais c'est pas un hommage à l'amitié. Mais en même temps, je pense que ça vient parler de justement la limite de l'imitation aussi, que même si on a des moyens limités, soit la représentation, soit le mouvement, l'humain est quelque part inimitable et pas transférable avec l'image de synthèse, chose qui est en soi rassurante, parce que si on pouvait aussi faire ce art-là d'imitation, pas seulement du monde réel qu'on voit, mais qu'on peut aussi imiter le côté humain, là, ça serait, je pense que ça serait encore plus dangereux pour la contamination de l'image de synthèse dans le réel. Ça sent bien. Oui, ça sent bien. Peut-être pour reprendre l'idée que Michel suggérait, que dans cette pièce, on a vraiment cette tension entre le vivant et la figure plus cadavérique. Moi, ce qui me frappait beaucoup, c'est justement cette alliance entre tu vas chercher les mouvements les plus intimes de tes amis les plus intimes, et en même temps, ce sont des zombies, des corps sans regard, qui sont sans identité propre, même si sans doute, si on connaît aussi, tes amis intimes se reconnaissent eux-mêmes dans les personnages, et d'une certaine manière, c'est des figures qui sont humaines, mais qui en même temps ressemblent à rien, qui ne ressemblent à personne, mais qui ne ressemblent pas à autre chose non plus que des figures humaines, qui ne ressemblent à rien. Et moi, c'est une des choses qui m'a vraiment intéressée dans cette pièce, que ce soit vraiment des dépouilles, comme des enveloppes corporelles vides qui sont animées par on ne sait quelle énergie, qui sont ensemble mais en même temps complètement solitaires, parce qu'il n'y a pas d'échange de regards, chacun est un peu pris dans sa danse, même s'il y a des moments où il y a des personnages qui en relèvent d'autres, donc on sent qu'ils sont quand même ensemble, en cercle. Mais il y a quelque chose aussi d'extrêmement solitaire, où chaque figure est isolée dans son propre, émue par son propre mouvement,
quasiment indépendamment des autres. Et alors, je ne sais pas si on peut faire une transition ou je laisse à ça. On s'en va. Mais c'est parce que là, je vois que ça se termine. C'est pas le moment. Bon, on peut continuer à parler de ça. Peut-être on peut pointer une des choses qui est très récurrente dans les expos, moi qui m'a beaucoup frappé, c'est ce système de loop, de boucles. Il y a beaucoup de boucles. Je pense que c'est quelque chose qui t'intéresse, les choses qui n'ont ni début ni fin, on est toujours en plein milieu. Et c'est comme la dynamique dedans, dehors. On n'est jamais complètement dedans ni complètement dehors, on est toujours dans une espèce d'espace linéaire, comme dit Michel, d'espace comme ça entre deux, où on n'arrive pas très bien à savoir ce qu'on regarde, il y a une forme d'empathie qui est plus forte que nous, qui fait qu'on soutient un tel spectacle sans jamais réussir à capter vraiment de quoi il retourne ou à en tirer une connaissance. Je pense qu'on peut rester des heures en face de cette vidéo dans un rapport fort et en même temps qui n'est pas nourri, mais qui est toujours au milieu, ou dans un espèce d'intervalle comme ça. Sans doute la boucle, formellement prend le relais de ça. Je ne sais pas, tu peux peut-être commenter. Et par rapport à des œuvres comme Saint-2, il y a un début, enfin il y a un début, une fin, disons. Je veux dire, il y a un début parce que ça commence, l'image apparaît, et ensuite une fin parce que l'image disparaît. Tandis qu'ici, c'est continu. Ici, je voulais que la danse soit infinie, que ça n'arrête jamais. C'était entre autres pour mon hommage à l'amitié. Donc, il y a des gens. Dès qu'il y a quelqu'un qui chute, ils se font relever, mais en même temps, le fait qu'il y ait un certain délai fait qu'il y a un certain malaise, parce qu'il y a des gens qui attendent un certain temps avant d'être relevés. Mais pour moi, c'est important que la boucle. La boucle se répète 3-4 fois avant qu'il y ait un saut, mais la boucle est plus ou moins invisible pour qu'on puisse croire que ces êtres un peu zombies dansent justement à l'infini. Puis ça m'intéressait aussi, ça non plus c'était pas vraiment voulu au départ, mais de réfléchir à l'infini par rapport à l'humain, dans un possible vieillissement ou un oubli de la nature du corps qui justement vieillit et qui ne peut pas continuer. Je trouvais ça intéressant aussi qu'on se trouve peut-être finalement devant c'est ça, une forme d'être plus zombie que réaliste. Peut-être au niveau du son, comme on est dans le noir, on peut parler du son, mais c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, qu'on a toujours une espèce de tension, l'impression qu'on manque quelque chose. Donc, pendant qu'on est dans un espace, on sait qu'il y a quelque chose qui se déroule à côté. Puis, je pense que moi, je ne considère pas que mon travail parle directement du moins pas consciemment des nouvelles technologies, mais je pense que notre rapport au monde avec le développement des technologies fait qu'on sent qu'on manque toujours quelque chose, qu'il y a toujours quelque chose qui se produit ailleurs en simultané. Puis pour moi, l'exposition, le rapport qu'on peut avoir à travers le son crée une certaine tension où on sent constamment qu'on manque, qu'il y a quelque chose auquel on n'a pas accès, qui se situe à côté. Donc le son des amis, le fait qu'il y en a un qui est diffusé dans la salle, mais il y a aussi le son qui est des basses fréquences qui sont diffusées dans le mur ici. Fait que ça contamine un peu toutes les œuvres. Puis en même temps, je voulais recréer un peu l'effet qu'on a quand on est, par exemple, chez soi, mais qu'on entend la basse qui vient de chez un voisin, donc on sait qu'il y a une fête ailleurs. Mais
on n'a pas accès à la faille, on est seulement conscient qu'elle est là en simultané. Puis ici, on voulait justement, on a créé une alternance avec du noir parce que contrairement aux autres, à d'autres installations, celle-ci, on voulait que l'expérience soit du début à la fin, puis qu'il y ait un isolement justement pour créer une distance avec les autres expériences qu'on peut avoir. Pensez à, je ne sais pas ce que je vois, parce que encore ici, c'est tout à fait à propos de, vous allez voir, si vous n'avez pas vu cette œuvre-là, on va la regarder un peu, et puis, parce qu'évidemment, sont déjà un peu discutés, mais que là, on n'arrive pas à identifier, c'est-à-dire ce qui nous est proposé visuellement est quelque chose auquel on a beaucoup de difficultés à s'identifier, mais qui évoque quelque chose d'organique, de minéral, d'animal, et puis qui semble être vu sur tous les angles. Alors, pour moi, dans ce travail-là, enfin moi, ce que je voulais soulever, mais sûrement, autre chose, c'est la référence, en fait, dans ce travail-là, la référence au cinéma. Parce que cette œuvre-là, en fait, c'est toujours intéressant dans une pratique d'artiste, les sources, il y a toujours des sources, et puis de voir comment des sources sont actualisées dans une manière de penser et de faire qui est différente et qui est à une autre époque. Et la référence ici est le mépris de Godard. Donc là, on est face à quelque chose de toute évidence qu'on ne peut pas identifier. Et donc, ce que ça fait, c'est que finalement, on est vraiment dans le voir, dans le régime du voir, si on veut. Comment on voit, qu'est-ce qu'on voit. Et quand on ne peut pas identifier, ben, c'est qu'on creuse cette chose-là. Alors, Jiyun a fait référence à au désir de voir, je dirais aussi la folie de voir. Mais moi, ce que je voulais soulever, c'est la référence, le mépris de Godard. C'est que dans ce film de Godard, dans la première scène, alors le titre de l'œuvre fait référence à la deuxième scène, surtout par les prises de la caméra, les prises de vue, c'est ça, les angles de la caméra, sans nécessairement vous dire de quoi il s'agit dans la deuxième scène. Et dans la première scène, Godard, dans son approche cinématographique très incisive et son intelligence habituelle, nous montre un travelling qui vient vers nous et éventuellement la caméra dans ce travelling se tourne vers nous. Alors nous sommes le sujet finalement, il y a comme une mise en événement. C'est que la caméra du travelling nous regarde, nous regardons la caméra et on est nous-mêmes la caméra. Alors, donc il y a vraiment de la part de Godard cette analyse de tout l'appareil de la cinématographie
séquence où on voit la forme de viande qui pivote sur elle-même, sur la musique, c'est que j'avais envie de travailler avec une forme qui était plus ou moins abstraite, puis de voir si on pouvait transposer un affect musical, donc dramatique, mais sur un élément qui révélait rien, qui était pas, auquel on ne pouvait pas s'identifier, puis qui n'avait pas de rapport à une narration, à un personnage en particulier. Puis je voulais voir si on pouvait, à travers le mouvement, soit de la caméra ou à travers le mouvement d'une chose, relié à un mouvement puis une boucle sonore qui avait, elle, un affect assez important, si on pouvait transposer l'affect du son sur l'image. Donc j'ai commencé par développer la séquence qui est à la fin, et puis pour ce faire, c'est que je voulais utiliser le son qu'il y avait dans le mépris, parce que j'avais souvent cette musique-là en tête. Et puis, je me suis rendu compte que dans le film, il y avait un montage en fait de cette trame sonore-là, que c'était pas, parce que j'ai acheté la trame son du film, puis je ne retrouvais pas les séquences sonores intégrales sur la trame sonore. Donc j'ai réalisé que Godard, ou le monteur, en tout cas, avait redécoupé les trames sonores, les pistes sonores de Delerue, entre autres pour la deuxième scène du film. Puis en refaisant le montage sonore, j'ai refait le montage. J'ai constaté que l'image réagissait parfois au son, puis que le mouvement de la caméra coïncidait parfois avec les intensités dramatiques musicales. Donc j'ai refait aussi les travelling en fait, que la caméra dans le film fait pour la deuxième séquence, et je les ai refaits numériquement. Peut-être juste un point que je voulais rajouter sur la pièce M2. Si vous lisez les textes que Michel et moi on a écrits, je trouve ça assez intéressant parce que dans mon texte j'ai essayé de dissimuler la référence au film de Godard le plus possible. Donc en fait, peut-être que je cite le film dans mon texte, mais j'explique le rapport au film dans une note en bas de page. Et dans le texte de Michel, c'est la première chose qui est mise de l'avant. Et donc je trouvais ça vraiment très intéressant. Enfin, c'est comme un chiasme qu'on fait parce qu'on aborde exactement les mêmes œuvres dans un ordre qui est quasi exactement inverse. Et autour de cette référence au mépris, on n'a vraiment pas pris la même stratégie, ce qui est assez intéressant en fait. Et pour ma part, c'était cette volonté de dissimuler la référence, tenait au fait qu'en tant que spectateur, il n'y a aucune indication du mépris on ne nous donne pas l'information qu'il y a une référence au mépris de Godard, et alors à moins d'être un fan fini de Godard et de connaître par cœur les bandes son ou même les mouvements de caméra du cinéaste, on ne pige pas en fait qu'il s'agit du mépris. Donc je voulais continuer ce jeu-là, et le jeu de dissimulation est quelque chose d'assez présent dans ton travail aussi. Donc je me disais que j'allais continuer le jeu. Et en même temps, ça a un statut vraiment étrange aussi. On ne sait pas ce qu'on voit quand on voit cette espèce d'amas de viande, mais c'est comme si la référence au mépris, pour moi, ça a aussi un statut à peu près aussi problématique en termes d'identification, parce que c'est une référence très forte. C'est pas un film obscur. Je ne sais pas si on peut le dire, mais la scène 2, c'est cette scène où il y a le mouvement de caméra, en fait, suit le corps nu de Brigitte Bardot qui est couchée dans un lit. C'est quand même un peu une scène mythique ou assez forte. Et donc c'est pas anodin que tu l'aies choisi. Et en même temps, c'est complètement dissimulé aussi.
approche en fait de cette pièce est plus faite à travers la réflexion du psychanalyste Jacques Lacan sur le regard. Dans ses séminaires, il a élaboré toute une théorie sur le regard où il pose la question de la vision à partir du désir. Et donc tout acte de vision, toute perception visuelle est attachée à un désir de voir. Et donc c'est une perception qui n'est jamais neutre. Et il prend à un moment donné l'exemple d'une anamorphose assez connue dans un tableau de Holbein, donc de la Renaissance, qui s'appelle Les Ambassadeurs. Et donc c'est un tableau, tout ce qu'il y a de plus réaliste, si on veut, qui représente une scène de pouvoir avec des ambassadeurs, avec tous les ornements de leur fonction. Et en bas du tableau, il y a cette forme complètement informe qui vient couper l'espace de la perspective. Et en fait, il s'agit d'une anamorphose. Donc il faut se détourner du tableau et cesser de le regarder de face. Et c'est seulement en se mettant quasiment contre la surface du tableau qu'on voit l'anamorphose et on voit qu'il s'agit d'un crâne, en fait, et donc d'une vanité qui vient un peu défaire tout cet étalage de richesse et de pouvoir dont montrent les ambassadeurs. Et en fait, la forme de l'écran avec la mer, pour moi, c'est complètement cette forme élongée du crâne. Il y a quelque chose de vraiment très mimétique, du coup, dans l'installation finale, où on se retrouve comme ça avec des éléments. Non seulement le sujet de la viande est assez peu identifiable, mais même cette espèce de dislocation de la pièce entre cette coulée d'eau et l'observation quasi animale. C'est comme si on voulait palper un peu de cette espèce bon, ça ressemble pas à des tripes, mais il y a quelque chose comme si c'était les entrailles d'un animal qui avait été abandonné sur une espèce de fourrure ou de paysage comme ça, un peu abstrait. Et cette dislocation du regard ou cette dislocation des types de perception, de vision, me semblait tout à fait analogue à ce que Lacan décrit à propos de ce tableau, où donc il y a une vision qui est réglée par la géométrie, la perspective, la représentation réaliste, et il y a cet autre type de regard qui n'est pas fondé sur la géométrie, mais sur un espace beaucoup plus labyrinthique, beaucoup plus fluide et flou et mouvant, qui correspond justement aux trajectoires du désir qui sont jamais mathématiques en fait. Et donc il y avait l'idée du camouflage du papier qui masquait l'information. Puis la technique que j'ai utilisée pour l'animation, en fait, je me suis inspiré du film Predator, le film avec Arnold Schwarzenegger, où il y a des créatures de l'espace qui deviennent un peu semi-transparentes dans la jungle pour attaquer leur victime. Et puis, donc, au niveau visuel, c'est vraiment, je me suis inspiré de ça. Donc, j'ai mis un fond puis une forme qui s'adaptait au fond par camouflage. Puis j'aimais l'idée de penser que les prédateurs les plus redoutables maintenant étaient peut-être moins physiques, mais justement le gros créatique faisait partie d'une entité qui était abstraite et qui pouvait avoir une force de frappe aussi redoutable qu'une créature venue de l'espace. Donc c'est un petit peu comme ça que le lien est d'abord apparu. Puis l'animation, dans sa première version, était projetée, donc en plus grand format, était projetée sur une table qui était posée au sol. Puis en projetant, le motif s'agrandissait, puis on pouvait lire on pouvait voir des formes d'animaux, des têtes, des yeux. Puis c'est là qu'est venue l'idée d'imprimer ce motif-là en très grand format. Et l'espèce de... Bon, c'est sûr, j'avais souvent
souvent en tête la jungle de Prédateur, parce que le film se passe dans la jungle. Mais je trouvais que dans les motifs, moi je vois beaucoup d'animaux, mais des masques aussi, qui sont de l'ordre du dessin, mais qui faisaient penser aussi à des masques africains. Puis dans les figures, il y a comme, moi je vois des antilopes, je vois différents types d'animaux aussi. Donc c'est là qu'est venue l'idée de jungle, qui est quand même un environnement où on est en immersion totale, puis on peut. Je suis jamais allé dans la jungle. Étranger, c'est un univers étranger. Oui, c'est un espace qui est autre, mais où j'imagine que je serais perpétuellement dans une paranoïa, où j'aurais l'impression de voir ou d'entendre des éléments, donc des menaces potentielles. Je pense que c'est peut-être une chose aussi qui relie ce projet-là au haïku qu'on va voir tout à l'heure, qui traite aussi de potentielles menaces qui planent sur nous, qui ont aussi un rapport à la science-fiction, si on veut. Donc, par rapport au regard, au point de vue, je dirais que c'est peut-être le jeu devant l'abstraction, on a le réflexe de vouloir trouver quelque chose qui est reconnaissant. Peut-être que mais c'est un espèce de réflexe qui est intéressant en soi. Je trouve la peur d'être devant quelque chose qu'on ne reconnaît pas, qu'on va projeter tout ce qu'on peut pour être capable de saisir la chose. Je pense qu'il y a peut-être ça aussi dans d'autres animations qui fait que le côté plus abstrait peut être nourri par l'angoisse aussi du spectateur qui le regarde, parce qu'on peut, devant l'inconnu, on projette. Ça dépasse ce que moi je pourrais faire comme affect, parce que ça vient de la personne qui regarde aussi. En même temps, il est comme une opacité, parce qu'il n'y a pas de profondeur. Peut-être se perdre à l'intérieur de l'objectif. Je sais pas. C'est pas souvent, en même temps, on est comme en pessimisme, alors quelque chose qui fait on ressent suspens. C'est drôle parce que tu parlais de repères, Michel, puis moi, une des images qui me venaient, parce que je pense qu'on peut projeter beaucoup d'images sur ce motif, c'était les cartes topographiques qui indiquent le relief avec des cercles concentriques. Ouais. Il y a un peu de ça, il y a un peu des yeux de bois, les nœuds, ouais, c'est pas des yeux, les nœuds de bois, ou des tests de Rorschach aussi, quand on fait couler de l'encre, puis qu'on plie la feuille, puis qu'on projette des formes comme ça, animales ou autres, sur des formes qui sont pas identifiables au premier regard. Et moi, je dois avouer que c'est cette pièce, alors c'est surtout l'animation, qui est donc cette espèce de polyèdre irrégulier, donc une forme complètement abstraite, géométrique, qui tournoie sur elle-même et qui est tapissée de ce motif, mais qui ne fait pas juste tournoyer sur elle-même. Il y a des ralentis, il y a des accélérations, et donc Philippe parlait de paranoïa, on commence à projeter un peu sur cette forme qui tourne, comme si en fait, du fait de ces alternances de rythme et du fait de son irrégularité, en fait, c'est comme si c'était réellement animé ou que le regard m'était renvoyé, comme quelqu'un qui essaye comme quelqu'un ou quelque animal qui essaye de me faire signe, tout en se dissimulant dans le fond à travers ce motif de sécurité d'enveloppe, et donc se montre et se cache à la fois. Et c'est ce qui m'a inspiré la référence à Kaiwa qui donne un peu mon fil conducteur dans le texte que j'ai écrit. Kaiwa, c'est un écrivain français, surtout de la deuxième moitié du XXe siècle, mais dans ses tout premiers textes, il a une formation en anthropologie et il s'est beaucoup intéressé au mimétisme animal. Et donc à tous ces phénomènes d'animaux qui prennent les apparences de leur milieu, soit par la couleur, comme le caméléon, soit par, il considère aussi comme mimétique
les ocelles sur les ailes des papillons, tous ces motifs un peu géométriques, un peu aberrants, dont on n'arrive pas à rendre compte vraiment, qu'on observe partout dans la nature, ou par exemple la menthe religieuse, les attitudes de la menthe religieuse, donc tous ces animaux qui ont tendance à faire comme s'ils voulaient ressembler à leur milieu ou qui ressemblent à d'autres animaux qu'eux-mêmes. Et pour lui, la question du mimétisme animal se comprend comme en fait un défaut de vie. C'est-à-dire qu'on pourrait croire qu'un papillon qui déploie tellement d'énergie à faire des belles couleurs et des beaux motifs est comme dans une espèce de supplément de vitalité. Et pour Caillois, en fait, c'est tout le contraire. C'est plutôt une tendance à l'inertie et ce qu'il appelle une tentation de l'espace. Et donc les animaux mimétiques auraient tendance à vouloir se fondre dans le décor et donc à ne plus être eux-mêmes et donc à ne plus être identifiables comme animaux et à se fondre dans un milieu qui n'est pas vivant. Et donc ça m'a... Bon, cette idée qui est très forte, je trouve, chez Caillois et me paraissait très présente aussi dans le travail de Philippe, où ça tend à disparaître et en même temps, je veux dire, quand on est dans une pièce comme ici, il y a quelque chose d'extrêmement baroque en termes visuels, ça passe pas inaperçu et en même temps, il y a une espèce de retrait et de distance qui se joue à la fois. Donc, voilà, une correspondance intéressante à développer à partir de là. C'est sur la présence des sons qui s'émissent dans tous les espaces. Oui, des effets de contamination, de débordement. Et peut-être aussi, une des choses qui m'intéressait, c'est que je me suis référée à ce texte, qui est avant tout un texte littéraire, mais qui renvoie à l'anthropologie ou à une espèce d'anthropologie un peu fantasmatique. Et Michel, toi, dans ton texte, tu t'es aussi beaucoup reporté à la théorie des rituels. La liminalité. La liminalité chez Guénel. Ouais, et je trouvais ça intéressant, en fait, qu'on se soit toutes les deux reportées à de l'anthropologie plutôt qu'à de l'histoire de l'art, ou tu vois, à d'autres... On perd nos repères. C'est ça. On n'a pas vraiment positionné ton travail par rapport, je sais pas, au champ de l'art contemporain, mais on est toutes les deux remontées dans les références très archaïques et primaires par rapport au milieu animal ou au rite de passage dans l'anthropologie. Donc je ne sais pas si toi ça t'a quelque chose si ça t'évoque quelques commentaires. Moi, c'est des belles surprises. J'aime toujours lire ce que les gens écrivent sur mon travail. Il y avait des éléments moi, un texte qui m'avait beaucoup marqué, c'était le texte Le paradoxe du faste de Georges Stiberman, qui est un peu, en fait, qui est souvent présent, mais qui a peut-être aussi provoqué la production de l'Équivarium qu'on va voir dans la salle au fond. Où il décrit justement, il parle d'apparition, l'expérience qu'on est dans un insectarium, devant des vivariums où on regarde des créatures qui vont imiter leur environnement. Puis soudainement, on va pouvoir les dissimuler parce qu'ils vont se détacher par un mouvement qui ne correspond pas à la fixité de l'ensemble de ce qui se trouve dans l'environnement. Là, la chose soudainement apparaît, mais de façon plus concrète. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'est qu'il décrit justement les faces qui sont des insectes qui ressemblent à des feuilles, puis à des petites branches, puis qui dévorent en fait les feuilles et les branches qu'ils imitent. Donc, le rapport aux faces et à l'image de synthèse, pour moi, est assez intéressant, parce que l'image de synthèse, en général, peu importe l'usage qu'on en fait, va imiter le monde réel, pas plus que dans mon expo. En fait, en général, on va tenter d'aller vers un mimétisme,
réalisme assez photographique pour imiter le réel. Puis, je considère qu'en faisant ça, l'image de synthèse fait un peu comme les faces, c'est que ça limite le réel, mais en même temps, jusqu'à un certain point, ça le transforme, puis ça le dévore, parce que ça transforme la réalité dans laquelle on est. Ça vient contaminer justement la barrière, le seuil entre le réel et le numérique. C'est un peu difficile parce que le numérique fait partie du réel, puis le réel est imité par le numérique. Donc moi, c'est pas très clair la façon que je le formule, mais c'est donc en lisant vos textes, je voyais des références aussi qui allaient vers ça, mais qui amplifiaient d'autres points de vue. Donc, des choses que moi je voyais pas, c'est tout ce que June a développé par rapport au regard, au désir de regarder. C'est toujours des éléments pour lesquels moi je suis pas conscient quand je travaille, parce que je pense que mon regard est justement trop. J'ai aucune distance par rapport à ce que je fais en termes de point de vue. Mais l'idée du seuil d'être dans une transition toujours d'entre deux aussi, je trouvais que c'était intéressant parce que c'est concrètement, dans les vivariums, je joue particulièrement là-dessus, mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans l'ensemble. Mais dans l'anthropologie, c'est un peu comment le vivant existe dans une réalité. C'est comprendre ça dans le fond. Je pense qu'il faut considérer ce travail aussi. Moi, je trouvais ça d'autant plus frappant que la pratique de l'animation de synthèse ou de 3D, c'est quand même assez spécifique dans les nouveaux médias, mettons. Et même dans nos discussions, ça n'a jamais été mis de l'avant. On aurait pu avoir un discours beaucoup plus contemporain, entre guillemets, en mettant de l'avant ce choix de médium dans ton travail. Et tu vois, toi-même, tu reviens à l'attitude verbale, au phasme. Oui. Ouais, mon approche, mon usage de la 3D, je pense que je l'utilise beaucoup plus dans un rapport à la peinture, à la sculpture, qu'à la photographie, je pense contrairement à d'autres utilisateurs de la 3D, je m'intéresse à comment on peut créer des objets qui sont sensibles, qui font pas seulement mettre de l'avant le numérique. Mes réflexes sont toujours de me tourner vers le médium, de me questionner sur c'est quoi le médium que j'utilise, mais l'usage, c'est vraiment de l'image de synthèse, c'est pour moi est toujours relié à un autre médium, et non pas toujours à la. Donc pour moi, c'est une sculpture. Avec Julie, j'ai développé aussi des tableaux, donc d'autres œuvres qui sont plutôt des natures mortes, des tableaux qui sont animés, qui deviennent un peu vivants. Sinon, il y a un rapport au cinéma, à la vidéo, à la photographie. Mais je ne suis pas dans le. En tout cas, je ne crois pas être dans une mouvance qui vient alimenter le monde numérique en ajoutant l'image de synthèse qui vient illustrer, par exemple, les médias sociaux.
réconcilier. Moi, j'en ai pas du tout, d'une certaine manière. C'est ça qui est l'intention dans ce travail-là. C'est que tu as ces moments-là qui sont juxtaposés à quelque chose qui est dans un profond silence, qui est imminent, qui suggère quelque chose qui est une réalisation quelconque qui n'arrive pas non plus. C'est-à-dire, il y a une union à la fin, mais l'union, est-ce qu'ils s'unissent ou bien c'est une disparition? Parce qu'on arrive à la fin de Bagdabo. Mais je voulais aussi aborder ici la mise en espace, parce que c'est important dans cette exposition de le faire de Haïti. Bon, je sais que Dieu va aussi parler de cette tension dans l'œuvre, mais je voulais aussi, moi, discuter un peu de la disposition de ces trois comme un peu dans voilà. On se retrouve avec des espaces de projection qui est un élément dans l'espace. C'est pas juste une œuvre qui devient absente, qui disparaît, c'est on a dans l'espace ces espaces de projection. Ça crée d'autres espaces aussi, encore d'autres espaces, et qui dynamise en fait la relation entre les trois œuvres. Pour que vous compreniez, les trois œuvres sont présentées en séquence. Alors, il y a celle-là, 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 ensuite, après la volière, encore le torse, et puis ensuite celle-ci qui est étoffée avec un trait qui avance sur le profil. Mais donc, l'expérience de ces trois œuvres-là est quand même longue dans le temps. Je veux dire, ça exige du visiteur un certain temps et en faire l'expérience, mais en même temps, on est un peu interloqué en se disant est-ce qu'il y a une projection qui ne fonctionne pas, une projection qui fonctionne, quel est le rôle de ces espaces noirs, ces rectangles noirs dans l'espace? Tu comprends ce que je veux dire? Alors c'est quand même, il y a une tension dans cet espace et rectangles noirs contribuent à ça. Alors quand l'œuvre n'est pas en marche, il y a quand même une activité présente. Parce qu'on a beaucoup pensé à l'installation et même la hauteur des rectangles, tout ça, dans la présentation de ces trois vidéos-animations. Parce que quand même, ça nous a pris un temps avant d'arriver à l'équilibre de ces trois, ou déséquilibre en même temps. Ben, c'est peut-être comme d'autres éléments qui font partie des animations, des fois c'est des défis techniques, des défis de présentation qui arrivent à une forme qui vient soudainement contribuer. C'est aussi dans les choses qui est intéressante avec l'installation de l'exposition, c'est qu'on a quand même été dans l'espace et expérimenter. C'est un luxe qu'on n'a pas toujours quand on fait des expositions. Donc, bon, il y avait le défi de présenter ces trois œuvres-là sans que leur son se contamine, parce qu'il y a déjà beaucoup de sons dans l'espace. L'élément silencieux avec les prismes est quand même assez important. Mais je pense qu'au final, cette solution-là d'avoir trois écrans qui viennent quelque part créer peut-être moins des fenêtres que des trous, comme des abîmes en fait dans le mur. Et ça vient peut-être
peut-être un peu reprendre l'effet qu'on a au niveau du son. Justement, l'impression qu'on n'a pas accès à tout, quelque chose s'est passé avant, quelque chose va se produire par la suite, on est devant une attente, un autre type d'imminence, quelque chose va se produire. Donc, c'est un peu comme des... déjà, ces œuvres-là jouent sur le cadre et sur le hors-champ, sur le manque de connexion avec l'avant et l'après. Mais c'est ça, c'est... Parce que c'est une absence qui est une présence aussi. Et moi, ça m'intéresse comme commissaire, surtout dans un espace que je connais très bien, parce que je suis ici depuis de nombreuses années, de comment les espaces se comportent différemment selon les œuvres qui les habitent. Puis en même temps, comment les simèses et puis le volume de l'espace est transformé par ce qui est présenté. Puis ici, je trouve ça vraiment intéressant. C'est maintenant sur le temps présent suggère aussi une absence. Et surtout avec la séquence des prises, on se trouve dans une espèce de vide noir. Et là, c'est rappelé par ces grands temps noirs, c'est aussi dans lequel on peut se projeter aussi. Est-ce que Philippe, tu pourrais commenter le titre de la série Sci-Fi Haiku? C'est quand même assez particulier. Il y a une référence à la science-fiction, à la poésie, à la concision de la forme poétique, le haïku. Mais en même temps, quand tu googles Sci-Fi Haiku, c'est un genre aussi de poésie. Alors, Ah oui, oui, c'est un genre de poésie haïku, bon, qui a rapport à la science-fiction. Je suis pas spécialiste là, mais comment est-ce que tu as mis le titre? Au départ, en fait, le haïku avec la cage d'oiseau est né en premier. Ça s'appelle Translation. L'idée, c'était simplement de voir, un peu comme dans d'autres œuvres, de voir comment on pouvait traduire ou transposer une tension d'un règne d'image à l'autre, donc d'image du réel à l'abstraction, puis vice-versa aussi, parce que en fait, les coupes, en général, se font à des moments où les prismes vont entrer en collision, ou à des moments où ils vont frapper les limites du cadre. Donc, je vais voir si la tension formelle des prises pouvait se transposer sur l'image vidéographique du réel. Dans le cas de translation avec les oiseaux, de voir comment la panique des oiseaux pouvait se transposer à des formes abstraites qui en soi n'ont rien d'inquiétant parce que c'est des rectangles qui flottent dans le vide. Puis, les trois parlent un peu de la... Les trois opèrent de la même façon, dans le sens où la vie et le son passent de la vidéo à l'animation de synthèse. On a toujours une rupture sonore entre la vidéo, le son passe à l'abstraction, comme si la synthèse, l'image de synthèse reprenait la vie à la vidéo qui, elle, finissait toujours par être immobile et silencieuse à la fin. Donc, l'idée sci-fi, c'est pour, bien sûr, science-fiction. Donc, encore une fois, l'imminence d'un événement catastrophique qui peut arriver, comme dans tous les films catastrophes de science-fiction. Puis le haïku, c'est pour la forme de poème japonais qui travaille sur l'économie de termes moyens pour transmettre un état ou justement une transformation. Donc c'est vraiment un exercice de voir comment je peux transmettre le plus de tension avec le moins de moyens possible. Donc à la base, translation était faite avec une seule séquence d'animation puis une seule séquence vidéo.
aussi la déco qui crée la tension. Ça aussi, c'est arrivé par accident, parce que je travaillais sur un programme vidéo que je présentais avec Juliette Desibaro. En faisant du montage entre des vidéos et des images de synthèse, en faisant un brouillon, on passait de sons vidéo très très vivants et très forts à des silences parfois, parce que si on tombait sur l'animation qui n'avait pas de son qu'on avait constitué, donc il y avait le passage du vivant très sonore à une espèce de vide avec l'animation de synthèse. Et puis le drame de passer justement du son au silence avec le changement de nature d'image avait un affect déjà. Donc en découvrant l'impact, après ça c'est devenu un exercice de voir comment on pouvait structurer cet impact-là pour emmener un peu plus. Mais c'est très classique, simple. Ici, pour les vivariums, c'est des animations de transformation. Je dis ça parce que c'est important pour toi, c'est la première fois que tu réalises des animations. Il y a une transformation là, qui est très certain mimétisme, si on veut, qui se rapproche, qui évoque des transformations animales ou humaines, l'accouchement ou la ponte, comme tu dis, la ponte, et la mue. Donc, on a une espèce de forme ovoïde qui se contracte, qui a des contractions et éventuellement pond une forme un peu un ver, larvesque un peu. Mais ce qui est intéressant, entre autres, c'est que, à part de s'identifier à ce processus, c'est que ça se fait en temps réel. Hein. Je dis ça en guillemets parce que temps réel veut dire un temps long plutôt. C'est pas parce que j'ai dit à Philippe quand il me parlait de ça, j'ai dit quel temps réel exactement parce que c'est un accouchement humain, l'accouchement même, les accouchements des animaux varient beaucoup. Mais c'est assez long. C'est plutôt que c'est plus long que le temps normal qu'un visiteur va passer à regarder une vidéo en général. Hein? On peut dire. Mais surtout une vidéo, il n'y a pas un début, une fin et tout ça. Là. On parle beaucoup de ça, à quel point les visiteurs passent très rapidement et tout ça. Pas toujours, bien sûr. Mais dans ce cas-ci, probablement, une personne qui visite l'expo ne sera pas témoin du début à la fin, du processus du début à la fin. Mais possiblement. Mais la personne pourra le deviner, je crois, parce qu'il y a quand même un petit changement qui se passe. Et aussi, ce que je trouve vraiment intéressant, entre autres, c'est le reflet de l'espace habité dans le bout là, qui sort de cette larve-là. Hein? Oui, c'est dans celle de l'accouchement. Oui, l'accouchement. Je ne sais pas si tu pourrais un peu à partir de ça. Parce que c'est comme un dehors aussi. Hein? Puis on revient à cette idée-là de dedans, dehors, et de se retrouver entre les deux. Mais là, il y a une projection vers un dehors, un autre dehors qui est à l'extérieur d'ici. Tu comprends? Oui, c'est ça. Je dirais, en termes d'imitation, on se retrouve un petit peu avec ce qu'il y avait, ce qu'on a avec les amis, donc l'imitation de mouvement, donc l'imitation de mue, d'éclosion, d'accouchement. Mais c'était aussi, ce qui m'intéressait, c'était de recréer, d'imiter l'expérience justement qu'on peut avoir quand on est devant des vivariums, on est devant des insectes ou des animaux qui se trouvent dans un endroit artificiel qu'on observe, on peut parfois percevoir un mouvement, parfois pas du tout. Donc, plutôt d'avoir un mimétisme de l'objet comme tel, c'est vraiment de l'expérience, du temps, de la perception d'une transformation, plus particulièrement dans ces animations-là. Par rapport à l'accouchement, la pompe.
au départ, je m'enlignais vers quelque chose qui était beaucoup plus réaliste, plus détaillé, puis finalement, on passe plutôt d'une abstraction qui donne naissance à une forme qui réfléchit l'espace réel. Donc encore une fois, un peu comme dans les haïkus, il y a une combinaison entre le réel et l'abstraction. Puis dans ce cas-ci, l'image qui est réfléchie sur l'œuf qui sort de la forme, c'est l'atelier où la forme a été produite et conçue. Donc il y a une image de l'espace réel qui est réfléchie sur qui naît du numérique. Une espèce d'inversion de d'autres productions où l'animation recrée le réel, c'est comme la naissance d'une image du monde qui sort d'une forme synthétique. Combien de temps elle dure chacune? La pompe, la lecture dure 50 minutes. L'éclosion dure 20 quelques minutes. Les deux autres, c'est un peu à l'infini. Il y en a deux qui sont fixes, parce que c'est pas vraiment fixe, c'est des animations, mais... Ouais, en fait, c'est la pièce de toute l'expo, c'est les pièces les plus longues. Oui. Parce que c'est quand même des formes assez brèves, sinon, qui sont soit en boucle. Oui, parce que je trouve intéressant. Moi, ce qui m'intéresse en général dans les expos, c'est que les gens puissent avoir des expériences qui sont complètement différentes. Donc, si quelqu'un vient voir l'expo, il peut arriver au début de l'accouchement, il peut avoir du tout l'œuf, puis circuler dans l'exposition pour repartir avec ce souvenir-là. Éventuellement, si jamais c'est quelqu'un qui aime l'art contemporain, qui a du temps, qui revient voir l'expo, il peut avoir une autre expérience puis voir la forme transformée. Ou sinon, même au vernissage, il y avait des gens qui parlaient de l'installation ici puis qui avaient eu des expériences différentes. Quelqu'un pouvait dire oui avec l'image réfléchie sur la forme qui sort, puis l'autre personne qui disait de quoi tu parles, puis ça m'intéresse aussi que les gens puissent avoir des fragments qui sont différents de la même. Tu te camoufles. Comme ça, personne ne sait de quoi il s'agit. C'est des choses différentes. Moi, il y a une chose qui m'a vraiment frappée avec ce projet. Quand tu me parlais des vivariums, parce que c'est l'œuvre la plus récente, donc elle était en cours de production quand on s'est parlé. Et il y a deux choses. Vivarium, pour moi, ça m'évoque. Je ne suis pas une grande adepte de vivarium, maintenant peut-être que je vais aller regarder d'un autre œil. C'était l'ennui. Justement, le fait, Didier Berman en parle d'ailleurs dans son livre sur les faces, que quand on va dans les insectariums, les vivariums, on y va pour voir le vivant en spectacle et souvent il ne se passe pas grand-chose en fait. Puis il y en a, des fois on se demande même s'il y a quelque chose de vivant dans la boîte en art. Donc c'est un élément qui me semblait fort dans le rapport au temps long. Et ensuite, je n'y connais absolument rien à l'animation et quand tu m'as expliqué que produire les rendus des animations est un temps absolument délirant, tu peux peut-être en parler un petit peu, ce que ça prend comme ordinateur, comme temps de rendre, en fait, de sortir de pondre ces images. Il y a un rapport au temps là que je ne pouvais pas soupçonner avant que tu m'en parles, donc peut-être tu peux expliquer. Oui, mais la période de gestation est très longue aussi pour la machine. Peut-être au niveau de la production, ce qui est intéressant et frustrant, c'est que
on peut difficilement voir, on ne peut pas voir en direct ce qu'on est en train de produire. On peut travailler sur l'animation, mais pour voir le résultat, il y a des arbres de calcul. Donc dans ce cas-ci, pour voir des bouts d'animation, il y avait 25 ordinateurs qui calculaient pendant toute une journée, puis après on voyait le résultat, puis on pouvait réajuster. J'ai dit bon, parce que je travaillais avec Julie là-dessus. Mais donc je pense qu'il y a encore une animation là-dedans que je n'ai pas vue moi-même en temps réel, parce que j'ai seulement passé rapidement pour voir s'il y avait des erreurs. Oui, c'est intéressant parce que c'est un médium qui est très visuel, mais en même temps, c'est un peu comme si on travaillait les yeux fermés, parce qu'on fait des modifications. C'est un peu comme si on sculptait, mais les yeux fermés, parce qu'on transforme les choses. Puis après, on voit. C'est comme un mélange entre la sculpture et la photographie, parce qu'on sculpte. Là, il y a un processus qui se fait à l'extérieur de notre contrôle, puis après, on voit le résultat. On fait comme ça marche pas, on retourne sculpter l'endroit, parce qu'on peut voir l'image transformée, mais l'image fixe. Dans ce cas-ci, c'était quand même des évolutions assez précises. Donc, le mouvement ou la vie se fait en dehors de notre contrôle, elle se fait pas en direct. Puis c'est à la fois ce qui est angoissant et assez riche dans notre travail avec ce médium-là, c'est que on devient très directement spectateur de ce qu'on fait. Puis des fois, on est un peu impuissant dans le sens comme s'il y a un délai toujours pour voir ce qu'on est en train de manipuler. Quand on voit le résultat, on a aussi la surprise, on reçoit l'affect directement. On peut voir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas du tout, mais il y a toujours un espèce de décalage qui se produit un peu comme, même si c'est ça on retourne un peu presque à un processus cinématographique. On filmait, mais il fallait faire développer au laboratoire la pellicule, faire transférer, puis ensuite projeter pour le voir. Donc, il y a ça qui est présent. Par rapport au mimétisme aussi, ce qui est peut-être pas celui de l'éclosion sur lequel on travaillait aussi cet été. Oui, mais il y avait la durée qui m'intéressait, mais contrairement à d'autres projets où je voulais m'approcher de quelque chose qui ressemblait dans ce cas-ci, j'ai beaucoup travaillé à rendre la chose plus abstraite. Parce que je pense que quand on reconnaît la forme qu'on regarde trop rapidement, aussi on peut dire, bon, ben, c'est ça, le rapport à l'objet devient beaucoup plus simple, l'intrigue est un peu suspendue. J'ai travaillé pas à masquer, mais je vais vraiment limiter la reconnaissance au mouvement et à l'action qu'à la forme. Et la forme, bien sûr, il faut d'autres choses. Je me disais que peut-être on pourrait, sur ce, s'il y a des questions, c'est quand même une visite qui est assez longue, mais je me dis que peut-être vous avez quelque chose à dire aussi. Non, c'est comme vous voulez. On n'a pas pu tout aborder parce que je me rends compte à quel point c'est riche, parce qu'il y a plein d'aspects.